Bienvenue à l'épisode 57. Comme promis, aujourd'hui, on adresse les meilleures pratiques pour améliorer notre santé mentale en entrepreneuriat ou du moins pour protéger notre santé mentale en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui le négligent par ego, qui le négligent pour différentes raisons. Moi-même, le premier, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode précédent, c'est quelque chose que j'ai négligé étant un peu plus jeune, un peu plus, je pourrais dire, avec le sentiment d'immortalité que rien peut m'affecter. Moi, la dépression, je voyais pas ça comme quelque chose de réel, de tangible, mais pourtant, aujourd'hui, je peux vous dire que la santé mentale, c'est la chose que j'essaie de protéger le plus possible, ma santé physique, ma santé mentale, parce que je sais que j'en ai besoin dans toutes les sphères de ma vie. Donc, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux, puis je vous invite vraiment à écouter ce podcast-là et mettre des choses en pratique dans votre quotidien si ça peut vous aider définitivement. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. On se revoit tout de suite après. Suite au dernier podcast qu'on vient tout juste de tourner à l'heure actuelle, si vous nous écoutez, eh bien, on va rentrer dans les best practices, donc les meilleures pratiques pour protéger notre santé mentale en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner la chance justement de prendre soin de nous, d'avoir des bonnes habitudes de vie, d'être capable de mieux gérer tout ça en business parce que on le sait, on est des bébites, comme je l'ai dit ultérieurement, on est des bébites pas trop ordinaire, donc il fait en sorte qu'on a des modes de vie qui sont pas pareils comme les autres, on a des défis qui sont pas pareils comme les autres. Bref, tout ça engendre des pratiques qu'on doit mettre en place pour arriver à se protéger notre santé mentale, protéger notre bonheur à la fin de la journée. Ouais, exactement, parce que tu sais, dans le dernier podcast, on a parlé justement que la santé mentale affectait de façon considérablement plus les entrepreneurs que la population en général. Fait que c'est tout à propos de parler de c'est quoi les best practices pour se protéger mentalement. Je vais attaquer la première, Nick, celle qui pour moi a créé le plus d'impact, je pense, dans mon entreprise ou dans mes entreprises dorénavant, parce que là, on gère plus que 3 projets. C'est mettre des limites aux gens autour de toi suivant une période où est-ce que tu peux être contacté ou ne pas être contacté. C'est-à-dire mettre en place des horaires de travail, puis te respecter et te faire respecter. Ça, là, c'est la première chose parce que si on peut te contacter, que tes clients, que tes employés, que tes partenaires, que tes sous-traitants peuvent te contacter à n'importe quelle heure du jour, tu vas faire n'importe brûler. Parce que dans le fond, tu travailles pas 50 heures semaine, tu en travailles 110. T'es constamment plugué, t'as une notification, t'as quelque chose, tu veux gérer tout aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent, ça va te tuer à petit feu. Parce que c'est pas vrai que tu travailles 50 heures. T'es tout le temps en train de travailler. Le meilleur exemple, on a un de nos directeurs dans une de nos divisions qui travaille dans la construction. Il travaillait 80 heures semaine ou 70 heures semaine, puis il dit « Chris, j'étais moins brûlé à varger du marteau à journée longue qu'à travailler dans ce poste-là. » Fait que la meilleure recommandation qu'on y a faite, c'est qu'il faut que tu places des limites. T'as pas besoin de donner une réponse tout de suite. Place des limites, fais-toi respecter. Puis dans notre société, placer des limites, là, c'est pas un concept qui est bien répandu puis bien démocratisé. Fait que, est-ce que t'es capable de te faire respecter? Est-ce que t'es capable de te respecter toi-même? Ça, pour moi, c'est le premier best practice à mettre en place. Là. Je suis 100% d'accord. Puis moi, ça a été quelque chose, je le maîtrise bien aujourd'hui, mais ça a été quelque chose que ça m'a pris du temps à arriver à maîtriser parce que j'avais l'impression de décevoir les gens quand je plaçais des limites ou de ne pas plaire aux autres. De dire, ah, si je fais ça, il aimera peut-être pas ça. Ah, si je fais ça, mon client, peut-être qu'il va se sentir laissé de côté. Mais la vérité, c'est qu'on fait ça pour être plus efficace dans ce qu'on fait, pour être meilleur avec nos clients, pour être meilleur avec nos employés. Parce que si on se place pas de limite, on est tout le temps sur le qui-vive, puis on est tout le temps brûlé, justement. On est tout le temps à un cheveu d'exploser. Fait que on le fait pour nous parce que, comme j'en parlais dans le podcast précédent, si on prend soin de nous en premier, après ça, on est capable de mieux prendre soin des autres, que ce soit employés, clients, famille, amis, etc. Ça passe vraiment par là. Puis mettre des limites, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis je trouve que c'est une pratique qui est dure. Puis d'ailleurs, juste le fait de dire non, ça, c'est quelque chose pour moi qui a été très difficile à intégrer. J'avais tendance à dire oui à tout le monde parce que je voulais faire plaisir à tout le monde.
Ouais, exact. Puis ça, là, de dire non, là, ça marche autant avec des amis, ça marche autant avec la famille, ça marche autant avec ta conjointe, ton conjoint, ça marche avec tout le monde. Parce que, tu sais, moi, je me souviens un moment, ça, c'était dégueulasse, là. On avait 3 mois d'avance des week-ends de prévus parce qu'on disait oui à tout le monde. En fait, je disais oui, là, je prends la responsabilité, là. Ma blonde avait juste envie de rester à la maison. Puis là, ben, comme on n'est pas des chokers 24 heures avant, ben, on y allait. Mais je me respectais jamais. Fait que ça fait que je revenais au travail lundi, j'étais brûlé raide. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas juste dans ta vie professionnelle, c'est le combiné des deux que tu dois mettre des limites pour pouvoir protéger ta santé mentale. Si t'as pas de temps pour souffler, là, c'est quand tu vas souffler. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est, tu dois développer la sensibilité ou la capacité d'introspection pour sentir quand est-ce que t'es au bout du rouleau ou quand est-ce que c'est assez. Que ça commence même. Que ça commence à être assez pour établir une semaine de vacances, établir un répit. Ça se peut que t'es en start-up, ça se peut que t'as pas le droit de prendre de vacances, ça se peut, mais t'as le droit de prendre 2 jours. T'as le droit de prendre 24 heures off cellulaire, tout fermé, prendre soin de ta tête. Puis ça, ben, c'est un beau cadeau que tu peux te faire d'apprendre à saisir quand est-ce que tu commences à être épuisé. Parce que ça te permet d'arriver dans le pan que t'es brûlé raide. Puis là, ben, ça prend 2 mois à te remonter à la pente. OK? Ça, c'est un enjeu important, puis c'est une belle clé aussi pour ici. C'est de la prévention ici, plutôt que de guérir, vaut mieux prévenir là-dedans. Fait qu'avant d'arriver au bout du rouleau, faut en prendre des vacances. Il y a des gens, on dirait, qui ont cette conception-là de dire, ben, je vais en prendre, mais que je sois plus capable. Ouais, mais il va être trop tard quand tu seras plus capable. Là. Tu vas déjà avoir épuisé, tu vas avoir brûlé la chandelle par les 2 bouts, puis après ça va être beaucoup plus difficile de se recréer. Fait que c'est comme une mauvaise habitude, ça, je pense que beaucoup de gens ont, là, d'attendre, de repousser à plus tard. Ah, c'est pas le bon moment. Il y en a jamais de moment parfait pour prendre des vacances en business. Il y en a pas, à part quelques moments où est-ce que, tout le monde est fermé, Noël, la construction, des affaires comme ça, selon ta clientèle, mais il y en aura pas de parfait, donc faut oser le faire. T'sais. Ouais, puis je pense que ça provient d'une croyance ou d'un enseignement de nos parents ou de la société. C'est sûr que tu as déjà entendu ça, Nick. Je vais me reposer quand je vais être mort. Tout le monde a entendu ça. What the fuck? Tu sais, puis notre génération à nous, comme on l'a dit, on est plus proche de la santé mentale. On est plus conscient que ça peut nous impacter. Alors, donne-toi de la douceur, puis prends le temps de te reposer. Tu vas être plus agréable, tu vas être plus performant dans ta business. Je sais pas si, Nick, tu peux témoigner, là, mais quand je te dis, là, c'est le temps que je prenne une semaine de vacances, hein, parce que je vois mon taux de closing qui baisse, je suis plus soupe au lait, plus impulsif, je reviens de vacances, puis je te tape un 10 sur 10, 100% pendant des semaines. Tu sais, c'est fondamental. Je pourrais m'obstiner à essayer de pousser, mais taux de closing baisse, les performances, c'est moins intéressant. Mes skills de leadership mangent la claque parce que je suis moins parlable, pis c'est moins le fun à la maison. Des décisions plus spontanées, émotives, là, ben oui, c'est comme tout le monde va se mettre à être dans, justement, à comment qu'on dit, là, en fait, t'es tellement vif sur tout quand t'es brûlé. C'est facile de faire des erreurs, c'est facile de te tromper, c'est facile d'en échapper parce que t'as pas cette même énergie-là. Puis ça, encore une fois, tu dis, on le vit. Étienne, même affaire, tu sais, on l'a vécu dans l'entreprise. Il commence à échapper des ventes. Comme je comprends pas, je fais les mêmes affaires que d'habitude. Ouais, mais t'as le 75% moins d'énergie que d'habitude. C'est normal que t'arrives pas à performer. Oui. C'est pas les facteurs externes. Puis ça, c'est un aspect en vente qu'on voit souvent. Les gens ont tendance à refléter ça sur des facteurs externes. Ah, ça va pas bien. Ah, là, les leads sont moins bons. Ah, là, si. Mais c'est pas ça le problème. C'est que c'est toi, à l'interne, qui est brûlé puis qui est plus capable puis qui t'agit en fonction d'un gars qui a 25% d'énergie. Donc, c'est sûr que tu vas avoir 25% des résultats. Attends-toi pas à faire du 100% quand t'es brûlé. Exactement. Puis moi, là, souvent, on m'haït pour ça, mais moi, je le dis, c'est toujours de la faute du vendeur. Quand tu perds ta vente, c'est toujours de ta faute à toi, là. C'est pas de la faute du client, c'est parce que tu l'as mal préqualifié, c'est parce que t'as mal fait ton appel expo, t'as manqué des détails. Puis pour réussir en vente, faut être à 110 puis à 120%. Comment peux-tu être à 110 puis à 120% si t'es brûlé? Ça marche pas, tu sais. Alors, ici, celle-là est pas évidente. Mais ça s'apprend, puis c'est en se connectant avec son vécu, puis son émotion, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent qu'on est capable de comprendre que là, il y a quelque chose qui va pas. Ça m'amène à mon point suivant. Quand tu commences à être épuisé, là, les gens autour de toi te le disent. Souvent, là, les entrepreneurs, on est des têtes de cochon, puis on n'écoute pas.
Puis on n'écoute pas ce que les gens autour de nous disent. On trouve que les gens autour de nous sont gossants. C'est plus souvent ça qu'on entend. Vous êtes gossants, là, lâchez-moi, crissez-moi patience, je vais être capable, je continue. Mais quand notre environnement nous lance des petits red flags, genre t'as de l'air fatigué, ça va dessus. Ouais, ça va. Il faut être capable de les écouter. Des fois, ça peut être des gens qui sont gossants, là, pour vrai, mais normalement, tu sais, je veux dire, prenons l'exemple parfait, là, votre partenaire de vie, c'est souvent la personne en qui vous devriez avoir le plus confiance, OK? Alors, lorsque votre tendre moitié vous dit « t'as de l'air brûlé, t'as de l'air au bout du rouleau », vous devriez l'écouter. C'est pas un ego trip. C'est comme ça qu'on peut commencer à se dire, ben, si elle voit ça de moi, pourquoi moi je le vois pas, tu sais? Puis au moins, vous n'êtes pas obligé de donner raison à cette personne-là, mais ayez l'audace de le prendre puis de vous poser la question si c'est peut-être le cas. Parce que si c'est peut-être le cas, eux, ils vous aiment puis ils vous voient de l'extérieur puis ils veulent pas votre mal, ils veulent votre bien. OK? Fait que ça, c'est avoir un réseau de soutien dans votre environnement qui peut soit être là, disponible pour vous écouter, pour parler, pour ventiler, pour partager des expériences, mais avoir un réseau de soutien, c'est beaucoup négligé, je trouve. Puis tu sais, les gens osent pas en parler. C'est surtout ben ce qui arrive, là, tu sais. ouais. C'est difficile de dire, puis moi, tu sais, on le remarque, puis on le voit chez nos clients parce que nous, on voit comment ils sont, on voit leurs résultats, on voit quand ça commence à déraper, on est capable de dire, brûlé, hein? Ouais, fatigué un peu, tu sais, ils veulent même pas l'admettre, là, souvent, les gens, c'est vraiment la tendance, on revient à ce que tu disais tantôt, c'est une question d'orgueil, puis il y en a qui, au contraire, ils se vendent de ça. Ah, moi, je travaille 7 jours semaine. Ah, moi, je travaille 10 jours, 80 heures par semaine. OK, peut-être que ça te fait du bien de travailler 80 heures par semaine, mais une année, ton corps, il va prendre une débarque, ou du moins toutes tes relations, tes amis, ta famille, seront peut-être plus là pour te supporter quand ça ira vraiment pas bien parce que t'es négligé tellement longtemps. Fait que là, après ça, tu te retrouves justement sans réseau de soutien, tout seul, in the dark, parce que tu t'es brûlé. Fait que c'est pas sain de faire ça, tu sais, c'est pas parce que t'es en entrepreneuriat que t'as besoin de travailler 80 heures semaine, puis tu sais, il y en a, là, tu sais, tu regardes, mettons, un François Lambert, connecté à tous les matins à 5 heures sur son live, puis il fait ça, mais je pense que lui, il a trouvé la façon d'avoir du plaisir à tous les jours dans qu'est-ce qu'il fait pour être capable de grinder comme ça. C'est une bébite à part même des entrepreneurs, ce gars-là, à mon avis. Fait que, tu sais, il a trouvé une façon de faire, mais clairement il a peut-être pas le goût à tous les matins là, d'aller se connecter puis de faire ça, puis c'est son brand, c'est son marketing qui fait en même temps de faire ça, mais je ferais jamais ça. Je ferais jamais ça. Il faut y donner, là, sacrément, qui en met du temps et de l'ouvrage. Je pense que c'est comme 3-4 heures de live des journées. Je suis comme, oh my God, that's crazy. Mais si j'en reviens au réseau de soutien, le conseil puis le best practice à mettre en œuvre aujourd'hui, là, c'est, si vous en avez pas, s'il vous plaît, trouvez une personne que vous pouvez parler une fois de temps en temps. Pas mettre à l'horaire. Une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Dans la vie, là, d'avoir un poteau là, pour lequel on peut s'appuyer, là, ça fait du bien. Juste un petit peu. Pas obligé de ventiler pendant 4 heures puis de faire le drama queen, c'est pas ça l'idée. C'est juste de avoir une place pour ventiler. Fait que le réseau de soutien, c'est fondamental. Puis il y a un gros warning ici. Dans votre réseau de soutien, faites attention à pas vous entourer de saboteurs. OK? Les saboteurs, c'est « Je te l'avais dit que c'était pas fait pour toi, l'entrepreneuriat. La vente, c'est de la merde. Être payé 100% en commission, c'est pas fait pour toi. Trouve-toi une job sécuritaire. » Ça, c'est un saboteur. C'est pas quelqu'un qui a la capacité d'écoute empathique qui donne une rétroaction constructive. Ça, là, c'est un warning que je lève, là. Big, là, tu sais. T'as mis le mot exactement. Les je te l'avais dit. Les gens qui commencent par je te l'avais dit, esti, telle affaire. Ah, c'est beau, crisse-moi à paix, sérieusement. Là, je m'en viens pas de parler, esti, pour avoir une morale, là. Je m'en viens de parler parce que ça va pas, là. Calisse-moi la paix. Moi, en tout cas, je suis assez drastique avec Puis ça, c'était ma mère, back in the day. J'étais maman, mais ça reste que, va pas vers cette personne-là si t'as besoin de support parce qu'elle va t'amener définitivement plus bas. Fait que, ouais, moi, je les repère par les je te l'avais dit. Ouais, c'est un bon indicateur de saboteur, ça. Fait que, voilà, ça termine un peu la parenthèse du réseau de soutien. Ça peut être de la famille, ça peut être des partenaires, ça peut être des amis, OK? Puis, ultimement, si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à forcer pour trouver quelqu'un qui est capable de vous comprendre. Ça peut être un autre entrepreneur que vous trouvez d'un réseautage. C'est pas quelque chose qu'on encourage à outre mesure pour le développement des affaires. Mais si vous n'avez pas de réseau de soutien,
ça vous prend quelqu'un, ça vous prend des gens autour de vous qui comprennent votre réalité puis qui sont dans le même genre de challenge que vous. Ça va vous aider à vous élever puis à régler puis à vous protéger. Fait que voilà. Prochain truc, Nick, il est pas évident parce que, je vais le dire, dans le fond, déléguer, c'ti. Videz votre liste de tâches qui sont pas de haute valeur puis donnez-la à quelqu'un d'autre. OK? Mais c'est sûr, c'est là, il y a un bémol à apporter parce que si ton offre de service n'est pas vendue au bon prix, si tu fais pas assez de marge de profit, t'as peut-être pas le luxe de déléguer. Puis je dis luxe, mais dans le fond, c'est pas tant le bon mot parce que si ton offre était bien positionnée, tu serais capable de le faire. Alors, peut-être ici, si tu es incapable de déléguer, revoir ton intelligence d'affaires pour augmenter la marge, augmenter la tarification, pour te permettre de déléguer une partie des tâches à une ressource secondaire qui va pouvoir venir baisser ton workload puis te permettre d'émerger un peu plus. C'est une belle façon de se protéger dans la santé mentale. Parce que, tu sais, si tu fais mettons exemple que tu es un one-man show, one-woman show, tu fais tout, c'est clair qu'on peut trouver quelqu'un qui peut t'aider à t'enlever 20 heures semaine pour pas beaucoup d'argent. Mm-hmm. Sérieusement. Là. C'est pour ça que le chemin entre le travailleur autonome puis l'entrepreneur est quand même important parce que le travailleur autonome, il y en a beaucoup qui s'épuisent à faire ça, même qui gagnent le même salaire qu'ils feraient comme salarié ailleurs, juste pour être à leur compte puis avoir leur horaire, mais finalement, ils se retrouvent prisonniers de leur business parce qu'ils chargent pas assez cher, comme tu l'as mentionné, ils ont pas une offre adéquate, ils ont pas de système en place où est-ce qu'ils peuvent déléguer des tâches et c'est là le pont qui se fait de hey, je vais devenir entrepreneur à la place puis je vais déléguer des tâches. Puis c'est pour ça que le travailleur autonome, il coûte moins cher des fois quand tu veux l'engager. Ben, il est tout seul, c'est un one-man show, il est peut-être plus brûlé que les autres, il fait tout le temps la même affaire alors que tu engages un entrepreneur qui a une équipe, qui a du support, il y a un service complet. Fait que les travailleurs autonomes, si vous souhaitez devenir des entrepreneurs, ben il faut commencer par justement, comme tu disais, miser sur l'offre de service, voir si on est capable de le faire parce que ce n'est pas un luxe de déléguer, mais bien une priorité si on veut être en business longtemps. Parce que les travailleurs autonomes s'épuisent souvent avec le temps ou vont vraiment avoir des à côté, des choses comme ça qui vont leur permettre de générer d'autres revenus. Mais ça peut être très, très épuisant d'être à la merci de ses clients 52 semaines par année. Exact, 100%. Fait que tu sais, celui-là est pas facile, puis si vous êtes pas capable d'adresser ce challenge-là, parce que ça va définitivement vous enlever énormément de briques sur les épaules, puis ça va alléger votre quotidien. T'sais. Dans un angle plus psychologique, s'il vous plaît, ne laissez pas rentrer des personnalités problématiques dans votre vie. Puis si vous savez pas c'est quoi une personnalité problématique, allez sur Amazon, tapez personnalité problématique. Je pense il y en a comme 4 ou 5 qui sont vraiment plus sur présents Amazon. Dans notre société. Sur Amazon, ouais. Pourquoi? Sur Amazon, je pensais sur Google, tu voulais dire? Non, mais sur Amazon, commande un livre, tu sais. Il y a des ouvrages de référence, c'est des tout petits livres, mais qui expliquent c'est quoi les 11 types ou les 7 types de personnalités problématiques. Puis, comprends-les pour pas les laisser rentrer dans ta vie. Mm-hmm. OK? Parce que ce soit des gars ou des filles, là, en passant, là, un narcissique ou un TPL ou un dépendant, tu laisses ça rentrer dans ta vie, là, puis ça te gangrène ton énergie, ça vient de sucer ton âme. Puis je dis pas de pas les aider, ces gens-là, mais redirigez-les vers les ressources compétentes. C'est pas le temps de jouer au syndrome du sauveur avec un narcissique. Tu vas y perdre ta vie. Tu sais, c'est pas compliqué, là. T'sais. Fait que ça, pour moi, c'est une notion psychologique peut-être un peu plus complexe qui demande peut-être d'intellectualiser des concepts plus psychologiques, plus spécifiques. C'est un beau cadeau de se faire. Parce qu'il est en relation avec un pervers narcissique pendant 20 ans, là. C'est de la calice de merde à la maison, là. OK? Puis on en a des étudiants, là, qui sont comme ça, puis qui nous avouent, là, j'ai sorti 20 ans ou 10 ans avec une personne, je viens juste de me libérer. C'est ça qu'on entend, là. Je me suis libéré de cette relation-là. Mais en business, c'est pareil. Tu rentres un client comme ça, c'est le genre de client qui à 2h du matin, il t'appelle, qui étire toutes les limites possibles, qui prend tout pour acquis, qui fait juste sucer ton énergie. Il prend 80% de la charge de travail de tout le reste de ta business. Et ça devient tellement évident que c'est quelque chose de pas normal qu'il faut être capable de l'anticiper avant que ça rentre. 100%. Okay. Je pense que c'est autant important pour quelqu'un d'éliminer, parce que on dit ne pas les laisser rentrer, mais d'éliminer ces gens-là de nos vies. Si jamais vous en avez dans votre entourage qui vous tire de l'énergie, souvent ça va être conjointe malheureusement, puis ça devient un esti de défi puis
un chaos de sortir de là, un marasme. Mais autant au niveau des clients, ça, chose qui est plus facile, se débarrasser d'un client qui est comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous avez plus de contrôle sur ça. C'est pas quelqu'un avec qui vous dormez dans le même lit. Fait que si vous avez des clients, à moins que vous dormez avec vos clients, là, mais si vous avez des clients comme ça, le déclic devrait être fait plus rapidement. Puis si vous avez quelqu'un dans votre vie comme ça, tu sais, je suis pas placé, là, ça m'est jamais arrivé, puis je sais pas comment faire, mais ça reste quelque chose qui peut retenir, puis on le voit effectivement. On voit que ça retient les entrepreneurs énormément, puis que ça les empêche d'avancer dans leur projet, ça leur empêche de se mettre à 200%. Ils ont des manques de confiance en eux qui font face à cause de ces situations-là, à cause de ces personnes-là. C'est un sujet vraiment sensible, mais on dit que c'est important d'avoir la voie libre puis de pas avoir justement 1001 bloquants en avant de nous quand on veut travailler fort sur notre business, quand on veut mettre des choses en place. C'est important d'être capable de voler nos propres ailes là. Ouais, puis tu sais, on part encore une fois que le thématique du podcast, c'est de se protéger ou protéger notre santé mentale avec certaines pratiques. C'est sûr que si tu laisses rentrer des gens qui siphonnent toute ton énergie, tu y arriveras pas. Ça va être beaucoup plus difficile, parce que c'est drôle d'être entouré de gens normaux, équilibrés mentalement et émotionnellement. Moi, on dit que ça va bien. Ouais, toi puis moi, on a de tout eu là, des gens spéciaux. OK. J'ai eu des antisociaux, j'ai eu des TPL. Il est un temps où est-ce que tu commences en business. La personne se présente. Je suis le meilleur vendeur du monde. J'ai tout closé, moi. Je suis le dieu de la vente. Ben, good, je t'engage, t'es excité, t'es comme, oh my God, man, lui, il va skyrocket la business. Finalement, juste des problèmes. Ça s'est avéré être un narcissique. OK? Un autre exemple, un antisocial. Un autre esti de bon vendeur qui se présente, charismatique, beau bonhomme, pas de cheveux, c'était pas moi, définitivement. Puis, il nous a vendu 50 contrats dans 2 mois de travail. Les 50 contrats, ça s'est avéré être toutes des cancellations qui m'ont fait perdre pas loin de 50-60 000 $ au bout de 2 mois de travail. Puis cette personne-là est disparue dans la brume. Jamais pu revoir mon argent. Et puis, ce qu'on a compris après le temps, c'est que puis nos techniciens, ben justement, là, il est arrivé qu'il y a un client qui s'était fait poignarder quand le technicien était arrivé. Fait que c'était tout du monde really, really weird qui signait. Fait que dans le fond, ce qu'on a compris, c'est qu'il servait des systèmes de sécurité pour installer chez des clients à lui, probablement pour son side business de vente de drogue ou j'ignore quoi. Mais nous, on n'a jamais été payés pour ces clients-là. Puis à l'époque, quand tu es désespéré comme entrepreneur, tu prends des mauvaises décisions, puis laisser rentrer des personnalités problématiques dans ta business, c'est un méga risque. Lui m'a coûté 50-60 000 $, cette personne-là. J'étais chanceux parce que j'ai pas eu de poursuites qui en ont découlé ou de problèmes judiciaires qui en ont découlé. Mais c'est le genre de choses qu'il faut apprendre à capter. Ça, c'était un de mes gros knowledge. Je sais exactement de qui je parle. Hein. Fait que... Mon nom me revient pas, par exemple, mais je sais exactement de qui tu parles. Là. C'est ça. Pas de nom, mais... Non, c'est ça. Mais sinon, des TPL, des dépendants, du monde qui se font du gaz, j'en ai eu plus qu'un. Puis pas juste des femmes, pas juste des hommes, genre de toutes les sortes, là. Fait que je pense que ça, c'est une lecture stratégique à faire. Les personnalités problématiques, allez sur Amazon, vous procurez un ouvrage de référence. Là, je viens de taper là, pour le fun. Là. Il y en a des dizaines. Là. Des règles d'or pour les comprendre. Pour, tu sais, fait que il y en a beaucoup qui aiment la lecture. Là. Sérieusement, mettez ça dans votre top 3. Là. Ça vaut la peine de faire ça. Oui, je me souviens que je parlais de ça à l'université dans les cours de comportement... organisationnel. Organisationnel, exactement. C'est un super bon cours que j'ai vraiment aimé à l'université. Puis c'était pertinent de voir ça. C'est pas tous mes cours que j'aimais à l'université, mais celui-là, je l'avais trouvé assez pertinent. Ah ouais. Ben, les cours de psychologie à l'université, pour la plupart, étaient franchement intéressants. Les cours de psychologie sociale, tu sais, si vous voulez aller faire un cours comme étudiant libre, juste vous inscrire à un cours de psychologie sociale, c'est franchement intéressant. Comprendre pourquoi les masses se comportent comme ça, pourquoi l'individu se comporte d'une telle façon ou réagit de telle façon suivant un comportement X, Y, Z. Moi, j'ai trouvé ça franchement passionnant. Ça l'aide beaucoup dans le leadership puis dans dans la gestion de personnel au niveau entrepreneurial, parce que quand tu es capable de percevoir ces gens-là, quand tu es capable de percevoir ces signaux-là, du moins, ben c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, alors qu'il y en a qui malheureusement se font berner puis se font frauder comme ça t'est arrivé par des employés. Puis ça peut être long là avant de le savoir là. Tu sais, toi c'est un cas, mettons 50 000 $, là, mais il y en a que c'est
c'est des histoires de faire fermer une business au complet, là, parce qu'ils ont fraudé tout le monde. Tu sais, il y a comme beaucoup de dangers reliés à ça, là. J'en ai un beaucoup plus extrême là, dans l'Ouest canadien, dans le domaine de la sécurité, que c'est 1,4 million la fraude. Là. Ouais, c'est quelque chose. C'est gros, là. Genre, pour vrai, là. Puis les systèmes, dans le fond, tu as la possibilité de l'installer toi-même. Fait que la personne, elle l'activait, elle mettait une fausse adresse, puis elle pitchait le système dans le fond de la pièce. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle a comme accumulé, disons, 400, 500 systèmes, 600 systèmes. Puis là, les paiements, avec des mois gratuits, les paiements ont débarqué. Et tous les paiements bonne serre, toc, 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 mais tout le paiement était fait, là. Puis le problème avec une incorporation, c'est que, à moins que tu lèves le voile corporatif, c'est la compagnie que tu poursuis. Ouais, c'est lui qui... Fait que là, c'est ça. Fait que quand tu tombes en sous-traitance, ça l'amène toute qu'une univers plus complexe de poursuivre quelqu'un puis d'aller chercher ta liquidité. Fait que, honnêtement, ça fait partie du risque d'affaires. Mais de se poser cette question-là, de faire des tests psychométriques, là, ça s'adresse pas à une grosse proportion de nos étudiants ou des gens qui nous suivent. Mais en entreprise, si j'étais pour m'associer à quelqu'un, mettons, puis tu sais, de potentiellement qui m'achète pour une couple de millions de dollars, c'est sûr que je fais faire des tests psychométriques. Oui. C'est certain que je le fais évaluer psychologiquement. Tu vas-tu craquer dans 2 mois parce que la pression est trop forte? Je vais-tu tout mettre mes œufs dans quelqu'un ou dans 2 personnes pour que potentiellement ça claque? Mais là, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu trop high-hand, là, si on veut. Mais voilà. Sinon, dans les autres best practices que moi, j'ai découvert cette année, c'est l'entraînement physique. Fuck, ça sécrète le même effet que de boire un verre de bière. Honnêtement, genre dépenser mon énergie là, puis là pour vrai, genre ceux qui l'ont vu là, genre j'ai commandé un setup de gym à la maison, je me suis équipé au contraire parce que je suis en train de devenir complètement accro à ça. Je m'entraîne là, on est rendu à 3 fois par semaine avec Gab là, dans mon plan d'entraînement. Puis ça a changé ma vie. Au lieu de prendre des comportements à risque pour venir canaliser mon stress, mon anxiété, je le fais à l'entraînement. Je suis capable de le faire toute seule. Ça, c'est pour moi, là, ça, c'est le plus gros win que j'ai acquis. Je suis capable de le faire toute seule. Je suis capable de me motiver puis de me mobiliser pour le faire. Puis, honnêtement, pour moi, ça aussi, c'est une best practice. Puis ça, je sais, toi, t'as toujours été extrêmement solide là-dessus, là. Ben, pas toujours, mais most of the time, là. J'ai été intense, en fait, en le faisant souvent. Là, je cherche un équilibre à travers ça, depuis le temps. Mais oui, pour moi, c'est, tu sais, je veux dire, c'est un... Si je file un peu stressé, je m'en vais prendre une marche. Si je suis en crise, je m'en vais m'entraîner. J'ai le goût de pousser ou frapper dans un punching bag, peu importe. L'entraînement physique fait une énorme différence à la fin de la journée pour régulariser, en fait, je pense, nos comportements. Ouais. Tout dépendant. Il y en a que ça va être justement d'aller courir. Il y en a d'autres, ça va être d'aller au gym, peu importe. Je pense que c'est de trouver un peu qu'est-ce qu'on aime aussi. J'ai le yoga, d'ailleurs, que j'ai intégré dans ma routine depuis maintenant 1 an et demi. Ça va faire 2 ans. Que j'ai intégré ça dans mes routines, puis ça, c'est l'affaire que j'aurais plus de difficulté de me passer aujourd'hui parce que genre je ressens tellement les bienfaits autant psychologiques que physiques sur moi. Fait que non, ça, je pense que c'est bien d'essayer des activités physiques, voir qu'est-ce que vous aimez faire. Mais au-delà de ça, de faire un mélange des deux, hein, on parlait de prendre du temps pour soi, prendre des vacances, se reposer. Ben moi, mon meilleur mix, c'est d'aller marcher au golf. Tu sais, avec ça là, ça c'est le dream. Tu sais, à l'été, tu le sais là, si je vais jouer au golf 2-3 fois semaine là, fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, que ça me fait du bien, je suis beaucoup plus détendu. Mon téléphone il est fermé dans mon sac de golf, je réponds pas à personne, puis c'est un focus. Merci. En même temps, c'est un temps pour moi qui m'aide dans ma santé mentale. On en parlait de ça dernièrement. D'ailleurs, j'ai comme à cet l'hiver, j'ai rien à faire. C'est plus difficile de trouver des moments pour prendre soin de soi-même que l'été où est-ce que le golf, c'est mon gros number one. T'sais. Ouais. Puis le dernier point qui est un peu parallèle à l'entraînement, c'est la nutrition. Évidemment, bien manger, ça aide définitivement à protéger sa santé mentale, mais le dernier, c'est baisser la consommation d'alcool. De façon importante, puis c'était tout qu'un choc de la réalité, puis tu sais, genre là, demain, je vais avoir 33 ans, puis calisse que je me trouve vieux, désolé pour ceux qui sont plus vieux que moi, mais moi, je me trouve vieux, j'ai de la misère à accepter que je vieillis. Puis à 20 ans, là,
on se torchait, à 4 heures du matin, on se couchait, 6 heures, m'en allais travailler, j'étais top shape. Je suis capable de faire ça aujourd'hui. Je prends 2 coupes de vin le lendemain à midi, j'étais encore pas top shape. Comme t'as dit, toi, t'as bu au chalet. Chris, on est rendu jeudi, t'es encore poqué. Je suis comme... Ça me rend triste, mais en même temps, je suis comme, c'est ça la vie, il faut l'accepter. Mais je pense que pour se protéger en santé mentale, moi, ça a été de baisser de beaucoup. Une petite bouteille de vin le mardi soir, là, je fais plus ça. Je suis plus capable, sérieusement. Ça impacte mes statistiques de vente, ça impacte ma gestion, ça impacte mon comportement, mon impulsivité, ça impacte tout. Je suis comme, voyons! Puis c'est ce qui me fâche le plus, c'est qu'il y a 10 ans, c'était comme... ça change rien. Ça resettait à toutes les 3 heures. Bon, on partait. On allait dîner au Gambrinus, on prenait 2-3 bières, on allait travailler, on revenait après travailler. On prenait 3 bières. Ah oui! C'était ça. Et à tous les jours. Mais bref, on est plus rendu à la même place. Tu sais, si, pour ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui sont encore capables de faire ça, je vous dirais, profitez-en. Parce que ça n'est pas éternel, parce que ça, là, c'est un excellent souvenir, ceci dit. On allait dîner au Gambrinus, on prenait 3 bières, 2 bières, 7%, on allait cogner toute l'après-midi le soir, puis on retournait à la brasserie le soir, parce qu'on amenait nos reps, on faisait la fête avec eux, on faisait le party à tous les jours. C'était définitivement une belle histoire à raconter, mais aujourd'hui, tu me dirais de refaire ça. Oh my God, j'ai mal au dos en y pensant, puis je suis stressé, tu sais. Fait que voilà, mais je pense que pour protéger ma santé mentale, un des tips que j'ai à vous donner, c'est si vous êtes dans un âge où vous tolérez moins l'alcool, faites-vous un cadeau. Il existe un paquet de sans-alcool. Puis c'est tous mes chums autour de moi, là, d'ailleurs, dans cette tranche d'âge-là, ont pratiquement tout arrêté de boire. Fait que tu sais, je dis comme un warning que je suis pas tout seul à vivre. Il y a tellement de répercussions à l'alcool, tu sais, quand tu comprends que l'alcool, c'est un poison, puis qui t'empoisonne pendant plusieurs heures. Un jour. Ben, tu bois, tu dors vraiment pas bien. Ton corps, il combat l'alcool toute la nuit au lieu de se réparer puis te remettre en pleine forme. C'est là que ça a des impacts. Fait que là, tu dors pas bien. La nuit d'après, tu as besoin de récupérer. Faut que tu dormes plus longtemps ou faut que tu dormes mieux encore. Fait que c'est comme un cercle vicieux que l'alcool va créer. Fait que moi, comment que je consomme maintenant, c'est que je prévois des moments que je sais que le lendemain, je peux rien faire. Je peux faire la patate dans le divan pendant 12 heures puis c'est pas grave. Je vais avoir le temps de me reposer puis de revenir le lundi. Là, tu vois une fin de semaine au chalet de 4 jours, effectivement, à traîne, là, c'est de l'accumulation de tout ça. Bref, très bon conseil. Je pense qu'on peut le faire là. Ouais, ça fait le tour. Honnêtement, c'est des choses que vous devez mettre en œuvre. Tu sais, évidemment, ça fait pas le tour. Puis tu sais, vous nous connaissez, nous on partage notre vécu à nous. Là, c'est pas des études scientifiques qui viennent corroborer tout ça. C'est qu'est-ce que nous on fait au quotidien pour se protéger, pour arriver à gérer 3 ou 4 business en même temps, d'avoir multiples projets puis d'avoir du succès dans tous nos projets. Mais c'est en faisant attention à chacune de ces variables-là pour nous maintenir on top of our game. Fait que voilà, je pense que ça wrap up bien. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode. Sachez que on donne beaucoup de contenu sur la vente, l'entrepreneuriat, mais que la santé mentale, ça nous tient à cœur parce que on voit à tous les semaines, à tous les mois, des entrepreneurs qui ferment leur entreprise parce qu'ils sont brûlés, des entrepreneurs qui n'ont pas pris soin d'eux, des entrepreneurs qui ont échoué par manque des fois de capacité, de résilience, de foncer à travers des défis parce qu'ils se sont pas suffisamment protégés, ils ont pas suffisamment pris soin d'eux, tout simplement. Fait que je vous invite encore une fois, je sais que c'est 2 épisodes redondants sur ça, mais elles sont très importantes, ces épisodes-là. Je vous invite à mettre ça en place de votre côté. Puis encore une fois, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, h2h.academy. Vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, mais surtout dans notre groupe Facebook, l'Académie de la vente. Groupe gratuit dans lequel on donne une panoplie d'outils. On fait des lives à toutes les semaines. On fait des tournages de podcasts à l'intérieur des groupes. Vous pouvez les voir en exclusivité. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'intérieur de ce groupe-là si vous voulez améliorer vos compétences en vente, si vous voulez aller plus loin en entrepreneuriat, si vous voulez aller plus vite. Donc, mesdames et messieurs, merci. Bonne journée.